Bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui mon projet Sanguitude. Sanguitude estimation de direction et de variance de sortie en battant d'eau tridimensionnelle en milieu stratifié. Tout d'abord, je tiens le remerciements à M. Thomas Dianpi et Mme Audrey Bonoli pour leur conseil et durant mon stage et M. Razoul Mendizader pour votre participation pour ma soutenance. Durant ma présentation, moi je vais présenter de la base jusqu'à en pratique. Premièrement, je vais présenter de l'introduction, je vais présenter de l'entreprise qui m'a accueilli, IOG technique et une petite introduction de mon stage, le problématique du sujet, et ensuite c'est la généralité de l'écoulement, et ensuite c'est la méthode des formations, c'est la théorie que j'ai appliquée sur mon projet. Ensuite, je vais clarifier les écoulements antidimensionnels. Et ensuite, c'est le centre du projet, c'est on va développer une méthode d'adaptation pour la méthode de format pour les batailles tridimensionnelles en biostatique. Et enfin, c'est une conclusion. On commence avec introduction. Groupe hydrogénique, c'est un bureau d'études enfants fondé en 1983. Après 40 ans, les domaines de l'entreprise a développé beaucoup et les domaines de travail sont très larges comme géotechnique, géophysique et des investigations in situ ou laboratoire. Et on est présent dans tout département en France. On a déjà 19 agences. Et concernant mon stage, moi j'ai eu l'occasion de travailler dans l'équipe du pôle conception sous la direction de M. Denpi. Et j'ai participé à le calcul et dimensionnement, modélisation numérique et rédiger des rapports G8, G1, G2, ABP ou G5. Et après mon stage, il y a deux points principaux que moi j'ai reconnus. Premièrement, c'est la responsabilité d'un ingénieur. C'est pas bénéfique, c'est pas la plus importante, c'est pas le bénéfice ou la satisfaction de maître d'ouvrage ou maître d'œuvre. C'est la durabilité et la sécurité de l'ouvrage. Ensuite, c'est l'importance de la connaissance fondamentale. Il est clair qu'on ne peut pas faire entièrement la confiance sur des logiciels de calcul. Donc, on n'a pas besoin de donner un résultat précis, mais on a besoin de la connaissance fondamentale pour contrôler des logiciels et contrôler si le résultat c'est bon ou pas. Ensuite, revenir à mon sujet stage. Battant d'eau, c'est un ouvrage provisoire mis en place pour permettre la réalisation d'excavations profondes et souvent en présence de la nappe phréatique. Donc, pour le dimensionnement du battant d'eau, donc deux paramètres clés pour le dimensionnement, c'est le débit d'exemple pour assurer que le fond de la fouille est sec, et ensuite c'est le radian de sortie maximale pour assurer que il n'y a pas de rupture de fond de la fouille comme boulant ou renard hydraulique. Cependant, les méthodes existantes présentent plusieurs limites, comme la méthode de Serre-Billy et Van Den. Ces limites consistent, on considère le milieu est monocouche et le battant d'eau infiniment long pour analyser en 2D, en 2D. Mais en réalité, le milieu consiste de plusieurs couches et le battant d'eau sont plusieurs formes et très courant, c'est les bateaux
circulaire, carré ou rectangulaire. Donc, objectif de ce projet, c'est nous visons à développer une approche qui est mieux adaptée à la réalité et surtout à la phase de prédimensionnement des tableaux où des modèles de la simulation numérique n'est pas approprié. Donc, on a développé des avances pour dimensionner des tableaux en milieu stratifié et par les outils dont on a utilisé des modélisations sur numérique 3D, sur plastique 3D. On commence par la base de l'écoulement. En régime permanent, sur quel volume le débit sortant égale toujours le débit entrant. Donc on peut supprimer cette loi en une formule dérivée. Donc, et en appliquant la loi de Darcy en milieu homogène et isotrophe, on peut déduire l'équation de Laplace. Et la solution de cette équation, on peut trouver la solution pour l'écoulement. Par exemple, sur l'écoulement unidimensionnel où il n'y a que l'écoulement suive uniquement la direction X, on peut trouver la charge hydraulique à tout point sans fluide. Cependant, si l'écoulement est bidimensionnel, l'équation n'est plus intéressante. Donc, mathématiquement, cette équation s'exprime par la fonction de courant et fonction potentielle. Et on peut les présenter sur le réseau d'écoulement. Et en principe, en traçant des lignes de courant et lignes d'équipotentiel en carré, donc le débit et la perte de par chaque élément est la même, ils sont les mêmes. Donc on peut traduire par une formule qui ne dépend que le nombre d'équipotentiel et le nombre de types. Et nous remarquons que la distribution de charges ne dépend que la configuration géométrique du problème. La perméabilité et la perte de charge totale interviennent quand on veut calculer quantitativement le débit et la perte de charge en aval par exemple. Et en réalité, le son est souvent anisotrophe car la stratification. Et on peut le résoudre par une méthode mathématique rigoureuse en transformer la géométrie du problème par selon l'axe X ou l'axe Z, respectivement c'est horizontal ou vertical. Et par exemple, dans cette figure, on a transformé les scènes à l'axe vertical et on va inverser en milieu naturel et on va trouver la solution. Et pour trouver le débit, on peut trouver un milieu fictif avec une perméabilité fictive. Et la démonstration mathématique, moi j'ai détaillé dans le rapport. Ensuite, à partir de réseau d'écoulement, on a développé une méthode approximative. Approximative s'appelle méthode de Farman. C'est une méthode développée par Pavlovsky en 1935. Et cette méthode repose sur une hypothèse fondamentale. Il existe des équipotentiels verticales ou des points spéciaux du problème. Et ces équipotentiels divisent le problème par des fragments
et des fragments sont souvent des formes rectangulaires où on peut trouver facilement la solution. Et plusieurs auteurs ont développé cette méthode et développé sous la forme des arbres comme A et rythme. En principe, on introduit un paramètre adimensionnel phi égale nombre d'équipotentiels dans fragment IM sur le nombre de puits et par l'analyse de l'écoulement, par le réseau d'écoulement, on peut trouver le débit et la perte de charge sur chaque fragment. Et spécifiquement sur un tableau à double paroi, on divise par la moitié du tableau par deux fragments, un fragment en amont et un fragment en aval. Et le fragment 1 est caractérisé par la fonction de charge, puis H1 c'est la perte de charge du côté amont. Et fragment 2 est caractérisé par P2 et H2. Et la géométrie et ces fonctions de charge dépendent de la géométrie du problème. À fragment 1, D1 c'est la longueur de la piste et D1 c'est l'épaisseur du son jusqu'à substratum imperméable. Et fragment 2 c'est D2 c'est la longueur de la piste, D2 c'est l'épaisseur du son jusqu'à substratum et la moitié de largeur du bas tableau. Par exemple, pour la méthode des fragments, j'ai cité la marque de Davenport, c'est une méthode qui est très populaire et citée dans la norme NRP 94 282. Et à partir des fonctions de charge des abacs, on peut trouver le débit par mètre du bas tableau et le gradient de sortie maximale. Et Rho c'est aussi un paramètre adimensionnel qui caractérise la perte de charge avant spécifiquement pour un bas tableau. Et dans le cas d'un milieu anisotrope, on peut appliquer la méthode pour traiter l'anisotropie. Ensuite, je vais clarifier des écoulements tridimensionnels. En général, tous les cas doivent analyser en tridimensionnel, mais on peut simplifier l'analyse en 2D grâce à le schéma d'écoulement. Par exemple, pour le bas tableau à double paroi infinie, le schéma d'écoulement ils sont parallèles, donc on peut l'analyser en 2D. Et pour le bas tableau circulaire aussi, on peut analyser en 2D, mais en coordonnées cylindriques. Et ensuite, le bas tableau carré et rectangulaire inéclairé, il faut analyser en tridimensionnel, mais il a quand même des relations avec le bas tableau circulaire et bas tableau infini. Et pour simplifier l'estimation du débit et le gradient de sortie, on pondère un coefficient de forme pour simplifier. Par exemple, pour Davenport, il a proposé des coefficients de forme pondérés pour trouver le débit et le gradient de sortie pour le bas tableau circulaire et le bas tableau carré. À partir des résultats du bas tableau à double paroi infini. Pour le bas tableau rectangulaire, c'est une forme qui est obliée entre le bas tableau infini et carré, donc il n'y a pas de coefficient de forme, mais il propose une formule équivalente à coefficient de forme varié de 0,7 à 1 comme bas tableau carré et bas tableau à double paroi. La différence entre l'analyse 2D colonne et analyse
données acides symétriques, il faut considérer l'épaisseur de l'élément dans l'axe perpendiculaire au plan. Parce que l'épaisseur de l'élément qui varie en fonction de la distance de l'élément au centre du battage d'eau. Donc vers le centre, la section d'écoulement qui a lieu de plus en plus, donc des lignes équipotentielles qui resserraient vers l'avant. Donc c'est pourquoi la perte de charge avant du battage d'eau circulaire qui est supérieur à un battage d'eau à double paroi. Pour illustrer cet phénomène, j'ai montré le pôle de battage d'eau qui a la même configuration. À gauche, à droite, c'est le battage d'eau circulaire. Donc on peut regarder que des équipes potentielles qui resserrent vers l'avant. Donc c'est pourquoi dans la formule de David-Koch, il a pondéré en coefficient en 3. Ensuite, plusieurs auteurs ont confirmé que le battage d'eau circulaire et le battage d'eau carré, ils ont la même schéma d'écoulement. Donc il est possible d'estimer le débit et le radar de sortie d'un battage d'eau carré à partir d'un battage d'eau circulaire en pondérant des coefficients de forme à partir des résultats du battage d'eau circulaire. Pour vérifier cette hypothèse, on a modélisé, on a simulé collision géométrique et on peut regarder que le résultat du battage d'eau carré et le battage d'eau circulaire donnent une bonne similarité. Ensuite, graphiquement, on peut regarder que ici, le battage d'eau carré et circulaire, il a une bonne similarité par rapport à le battage d'eau à double paroi. Donc, à partir de ça, on peut déduire des coefficients de forme à partir des résultats pondérés pour trouver le débit et la perte de charge avant pour que le battage d'eau carré à partir de battage d'eau circulaire 0,8075 pour que le débit est à côté et en compter au point pour estimer le radian. Et en Suisse, pour schéma d'écoulement d'un battage d'eau rectangulaire, pour vérifier, on a modélisé plusieurs géométries aussi et on constate que pour estimer le débit, le battage d'eau rectangulaire est très proche d'un battage d'eau infini parce que les deux côtés courts ils sont négligés. Et ensuite, pour estimer le radian de sortie, le cas le plus défendable c'est à deux côtés courts ils sont proches d'un battage d'eau carré. Par exemple, ici, on peut regarder que la charge théorique à deux côtés courts ils sont supérieurs à les autres positions et ils sont équivalents à un battage d'eau carré. Donc, en résumé, on peut pondérer les coefficients de forme pour estimer le débit et le radian de sortie pour des battages d'eau tridimensionnels. Et le battage d'eau carré et le battage d'eau circulaire, ils ont des bonnes similarités. Et le battage d'eau rectangulaire, on peut simplifier à analyser pour estimer le débit, on peut simplifier pour un battage d'eau
à double pas infini. Pour estimer le gradient, on peut simplifier à partir de carré qui ont la même largeur. Ensuite, à partir des bases théoriques, on a développé une approche adaptation pour la méthode des fragments pour les batailles tridimensionnelles en milieu stratifié. Rappelons que la méthode des fragments qui est basée sur le réseau d'écoulement. Donc, pour en milieu stratifié, pour casser le réseau d'écoulement, il faut respecter deux règles. Premièrement, si on trace des carrés dans le milieu K1, l'élément net du carré dans le milieu K2 et le rapport entre deux côtés, entre la longueur et la largeur de l'élément devient K1 sur K2. Et deuxième règle, c'est la loi tangente et la ligne d'écoulement qui est refactée comme la ligne optique. Et, voilà. Et cela prouve que c'est impossible de trouver une solution générale si on traitait tous les cas de milieu stratifié. Et donc il faut reposer sur des c'est comme la commission de validité pour notre formule, pour notre approche. Premièrement, le milieu se compose de couches d'épaisseur égale reposant sur une base hyperméable. Il faut insérer cette hypothèse parce que on veut neutraliser l'influence de l'épaisseur de couches parce qu'il y a beaucoup de cas d'épaisseur et voilà donc on analyse que en ce cas en Suisse c'est le point de l'enseigne, c'est le point A est dans la couche inférieure parce que si il se situe dans la couche si il hésite pour les couches, on ne sait pas où le gradient maximal est maximal. Par exemple, si il hésite une couche moins perméable au-dessus de la vers l'avant, donc peut-être le gradient sortie maximal c'est à la couche supérieure et l'alimentation horizontale est à l'infini pour que si l'alimentation est définie, donc il faut considérer aussi la distance à l'alimentation horizontale. C'est comme l'écoulement type 3 dans le code. Donc il faut considérer, il faut modéliser pour analyser ce phénomène. Et si on considère l'alimentation horizontale est à l'infini, donc l'écoulement vertical est dominant. Et ensuite, on introduit un paramètre qui caractérise la différence de perméabilité entre deux couches. Tant que epsilon égale racine K2 sur K1 et K1 et K2 sont respectivement la perméabilité des couches supérieures et inférieures. Et lorsque le rapport de perméabilité varie de 0 à l'infini, donc epsilon varie aussi de 0 à 0,5. Et en limitant la validité de la méthode au cas de l'écoulement vertical, donc la section de l'écoulement est constante, donc la différence juste c'est en milieu statique. Si on compare avec un milieu homogène, la différence ici c'est la distribution de charge. Donc si on trace un milieu homogène, des carrés, et ici on a des rectangulaires, et on peut introduire, si on
prendre la course en comme la course de référent et la fonction de chaque dans la course on peut introduire phi la fonction de chaque phi multiplié par 1 sur K2 et phi sur tant pi epsilon phi sur tant pi epsilon carré et on peut faire déduire des fonctions de chaque total, le débit par mètre, lui par tableau et la perte de chaque avant. Et les deux fragments ici, le P1, il a deux perméabilités, donc ça dépend de D1 sur P1 comme milieu homogène et epsilon c'est la différence de charge, la différence de perméabilité entre deux couches et puis il n'a que la perméabilité K2, donc c'est homogène, donc il ne dépend que la géométrie. Ensuite, donc, pour trouver les fonctions de chaque, on a effectué plusieurs simulations. Et pour trouver phi, on varie D1 sur P1 varie de 0,5 à 0,9. À part varie de 0,5 parce que le point de l'ensemble est toujours dans la couche 2, donc supérieur à 0,5 et epsilon varie de 0 à 0,45. On touche pas 0,5 parce que 0,5 c'est le cas la pousse K1 c'est imperméable. Et pour prouver phi 2 on varie aussi D2 sur P2 et P2 sur B aussi. Et au total on a 72 simulations pour trouver phi 1 et 136 simulations pour trouver phi 2. Et face le nombre de simulations, il faut automatiser Placid. Et en principe, sur Placid, on peut modéliser par le souris ou par des commandes. Et on peut traduire des commandes par le code Python. Par exemple, c'est une partie de code Python sur Placid. Ensuite, parce qu'on a limité la condition de validité de la méthode et l'écoulement, il n'y a que l'écoulement vertical, donc il faut assurer la distance au bord du modèle est suffisante pour négliger l'écoulement horizontal. Et pour le cas la perméabilité de la couche inférieure moins perméable que la couche supérieure, on a augmenté de plus en plus la distance au bord. Et on trouve à partir de la distance au bord égale 10 ça veut dire que la distance au bord égale 10 fois la largeur du bas tableau. Donc on trouve les résultats sont stables. Et ensuite, pour le cas 4, la perméabilité de la couche inférieure est plus perméable que la couche supérieure. C'est le cas, l'écoulement horizontal est sensible. Et on considère l'écoulement vertical c'est 3 fois l'écoulement horizontal. Et on considère la perte de charge se concentre la pousse supérieure. Donc on a vu l'écoulement vertical et l'écoulement horizontal. Et en résumé, tous les modélisations, on va choisir la distance au bord. Ce sont les valeurs maximales de XB ou 5 fois T1 tant pi epsilon carré. Ensuite, pour exploitation des résultats, par la suite, il n'a pas de commande pour exploiter le débit ou la perte de charge localement.
Donc il faut exporter, à chaque point la vitesse de coulement. Et après, on va intégrer pour trouver le débit total. Et pour la charge hydraulique, on trouve à 2 points pour le battage carré, c'est à côté au point. Ensuite, on a développé deux abacs pour phi 1 et phi 2. Et ces abacs, c'est pour dimensionner des batailles en milieu stade, des batailles à double paroi infinie en milieu stratifié en fonction des paramètres. On peut trouver facilement en réalité. Ensuite, c'est comme au début, la méthode de développement repose sur l'hypothèse que les deux fragments ils sont indépendants. Donc nous avons vérifié cette hypothèse. On a vérifié si phi 1 dépend de T2 sub B. T2 sub B ce sont les paramètres du code de fragment 2. Et on a vérifié cette hypothèse. Donc, et nous constatons que phi 1 ne dépend pas de T2 sub B. Et de même pour phi 2, on a vérifié si phi 2 dépend de le rapport entre le rapport de perméabilité entre deux couches ou pas. Et on trouve qu'ils sont indépendants. Donc la méthode est confirmée. Ensuite, nous avons dit que le traitement de l'anisotropie c'est une approche rigoureuse. Donc on a vérifié si ça marche dans le milieu stratifié. Et pour la perméabilité fictive de chaque couche, c'est racine de perméabilité verticale et perméabilité horizontale. Et tapis epsilon, on peut trouver tapis epsilon et la largeur fictive aussi. Et on trouve que ça donne un résultat expérimental à partir des abacs et de simulation numérique est corrélé pour estimer le débit et la perte de charge avant. Ensuite, c'est pour adapter pour les batailles tridimensionnelles. On a modélisé plusieurs géométries du bataille circulaire en plusieurs milieux stratifiés avec des rapports de perméabilité différents et on trouve que si la différence de perméabilité augmente, donc la différence, le coefficient de forme augmente aussi. Mais le coefficient de forme augmente, ça veut dire pas de la charge hydraulique. C'est pour expliquer ça veut dire pour si epsilon augmente, donc la perte de charge hydraulique se concentre vers amont. Donc il n'y a pas de charge hydraulique en avant. Donc c'est comme si on compare le cas de 6, le rapport c'est 3, mais c'est pour un autre rapport c'est 3 ici, donc ils sont différents. Donc, ensuite on a proposé des coefficients de forme pour estimer le débit et le gradient de sortie pour chaque situation de stratifiée. Et ensuite, on constate aussi une bonne similarité entre
similarité entre le batteur d'eau circulaire et carré. Et donc, il convient d'appliquer le coefficient de forme pour estimer le débit et le radius de sortie du batteur d'eau carré à partir du batteur d'eau circulaire, comme le cas homogène. Et ensuite, comme ça, c'est aussi une conclusion sur le batteur d'eau rectangulaire. On peut estimer le débit et le débit à partir de un batteur d'eau à double paroi infinie. Et pour estimer le radius de sortie à partir de batteur d'eau carré. Et en conclusion, on a développé une méthode raisonnable sur la théorie solide. Et les coefficients de forme proposés permettent d'estimer rapidement le débit ou la perte de chaque aval, surtout à la phase de prédimensionnement. Et toutefois, la validation des résultats obtenus reste un enjeu crucial. Et si une confrontation à des données réellement mesurées sur le terrain permet aussi d'apprécier la pertinence de l'approche proposée sur quelques cas concrets. Et merci beaucoup pour votre attention.